Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre nouvelle édition des webinars Expérience étudiante. On est ravis de vous accueillir toutes et tous aujourd'hui pour discuter ensemble des sujets qui nous tiennent à cœur, à savoir l'expérience des étudiants. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Caroline Fleury et Svenja Busson. Euh, Caroline, qui est directrice générale de Paris École de Management, et Svenja, qui est la créatrice des mouvements EdTech en France et en Europe. Et on va parler, comme c'était bien précisé sur l'invitation, de comment humaniser tout ce processus d'expérience lors de l'accompagnement des candidats dans leur recherche et dans la découverte des écoles. Avant ça, pour vous faire un petit agenda de notre déroulé du jour. Je vais d'abord vous introduire, pour ceux qui ne connaissent pas encore le collectif, pourquoi on se réunit autour de ces événements et aussi vous parler de notre prochain événement. Et ensuite, on prendra évidemment le temps de débattre, d'échanger, de discuter sur le sujet. Comme d'habitude, sur le lien, vous pouvez poser vos questions. Donc, on voit toutes vos questions au fil de l'eau. Donc, on sera ravis, évidemment, de vous laisser prendre la parole et de nous interroger un petit peu sur cette problématique. Et évidemment, on prendra un petit peu de temps en fin, 10-15 minutes, pour répondre à toutes vos questions. Alors, pour vous réintroduire un petit peu le collectif, donc c'est un collectif qui a vu le jour en 2020, pendant cette fameuse période du Covid, où avec mes chers camarades ici présents, nous avons décidé de nous réunir pour discuter des sujets qui nous tenaient un petit peu à cœur, pour aussi ouvrir des fenêtres de discussion sur la thématique de l'expérience étudiante, parce que c'est quelque chose dont on parlait de plus en plus et qui, notamment avec cette notion de distanciel, était un petit peu plus complexe à aborder. Et donc, depuis, on organise des webinars et aussi des études que l'on lance 1 à 2 fois par an, et on essaye de se réunir autour de webinars quasiment tous les mois maintenant. Ce collectif, il a été monté par plusieurs acteurs ici présents. D'abord, je voudrais présenter Florence, ici présente, euh, qui, euh, qui est en charge de Oscar Campus CRM, qui est, comme son nom l'indique, une solution CRM à destination de l'enseignement supérieur, pour ne pas dire la meilleure solution. Il y a aussi Yves qui est avec nous de Meet Your School. Meet Your School, c'est une solution qui va vous permettre de digitaliser tous vos événements, et notamment spécialisé sur les événements à destination des étudiants, encore une fois. Et on a aussi ici présent Jean-Philippe, qui représente Le Figaro, qui est notre partenaire média, et qui, et évidemment, eux qui ont plein de services à la fois événementiels, mais aussi de médias en ligne pour parler des problématiques à la fois liées aux écoles, mais aussi des étudiants. Et enfin, je me présente rapidement, Edouard, un des fondateurs de Magma. Et Magma, on est une solution qui va vous permettre de remettre l'humain au cœur de votre process de recrutement auprès de vos étudiants en connectant avec vos meilleurs ambassadeurs. Voilà, sans plus attendre, je voulais on est très heureux de vous annoncer notre prochain événement. Donc, pensez à Save the Date, comme on dit. Pour la première fois, on va essayer de se réunir en physique. Cet événement, ce sera un format un peu conférence qui sera plus long que d'habitude, puisqu'il se déroulera de 8h30 à 14h, suivi d'un petit cocktail déjeunatoire le 26 juin, et ça aura lieu à Station F, où on aura le plaisir de vous accueillir. Alors, les places sont limitées, on enverra prochainement avec le replay de cet événement le petit lien d'invitation, et on espère vous rencontrer, vous y voir pour ce premier événement en physique. Et du coup, sans plus attendre, on va aborder enfin ce sujet qui est la thématique du jour. Avant ça, je souhaiterais présenter, enfin, je vais laisser se présenter Caroline. Euh, Bonjour Caroline. Alors, votre micro est coupé, Caroline. Ça y est, voilà, c'est bon. Ouais, Donc, je super. dis bonjour à toutes et à tous.
Enchantée, je suis ravie d'être là et merci pour cette invitation. Donc en quelques mots, juste pour parler un petit peu de mon parcours, afin de pouvoir resituer, ça fait maintenant plus de 20 ans, enfin 22 ans très exactement, que j'officie dans l'enseignement supérieur privé, en étant passée par à la fois simplement être intervenant dans des établissements, responsable pédagogique à la direction du marketing et de la com, direction nationale des études, et aujourd'hui le poste de directrice générale chez PEM, et par différentes tailles de groupes, puisque à la fois le groupe Ionis, très gros groupe d'éducation aujourd'hui avec une place prépondérante, mais aussi des écoles plus petites comme l'école W, avec un côté, on va dire, un peu expérimentale et innovante dans la formation, et à la fois aussi de l'initiale, 100% en présentiel, et alternance, avec, voilà, donc si vous voulez, un peu tous les formats, un peu tous les cursus, donc un petit panorama du secteur de ces 20 dernières années. Merci Caroline, et du coup, sans plus attendre, laisser Svenja se présenter. Bonjour Svenja, merci d'être parmi nous. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Je suis ravie d'être là. Donc moi, je suis du côté EdTech. Donc en fait, j'ai créé plusieurs mouvements pour des startups EdTech. J'ai commencé par la France en créant EdTech France, qui est le mouvement des entrepreneurs du numérique éducatif français. On représente aujourd'hui 500 startups dans ce domaine. Et ensuite, j'ai créé l'Alliance EdTech européenne, qui est le pendant européen et qui représente 20 pays en Europe et 2500 startups européennes. Et sinon, moi, je suis consultante. Donc, je fais du conseil auprès d'écoles dans le supérieur sur tous les sujets d'innovation pédagogique, d'expérience étudiante. Mais une fois qu'ils sont dans l'établissement, je fais pas mal de formations aussi d'enseignants sur tout ce qui est numérique, mais aussi pédagogie active et innovante. Voilà, ça c'est moi. Merci beaucoup. Eh ben super, merci Svenja. Eh ben sans plus attendre, je vous laisse sur cette thématique, je vous laisse sur cet échange. Et encore une fois, à notre audience, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On sera ravis de pouvoir y répondre. Je vais suivre tout ça. Bon échange. Merci beaucoup, Edouard. Merci. Alors peut-être, Caroline, la première question que j'aimerais vous poser, parce que c'est vrai que Paris, le groupe Paris École de Management est quand même passé de 50 à 1500 étudiants en quelques années. Donc je voulais savoir, en 8 ans. En 8 ans, voilà. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit retour d'expérience sur comment vous avez réussi ça? Alors, je pense que, alors déjà, il faut peut-être préciser. Donc, Paris École de Management, c'est une école qui est 100% en alternance. Donc, ça, c'est quand même extrêmement important. Et quand elle s'est créée il y a 8 ans, on avait des écoles qui étaient mixtes. On avait quelques écoles qui étaient 100% alternance, mais ça n'avait pas du tout l'engouement d'aujourd'hui. Ça n'avait pas du tout l'attrait d'aujourd'hui, et ce, pour plein de raisons que l'on connaît bien, qu'on n'évoquera pas forcément. Mais en tout cas, il y a une réalité, c'est que je pense que quand on est arrivé en se positionnant comme une école 100% alternance, déjà, il y avait un attrait parce qu'il y en avait beaucoup moins. La deuxième chose, c'est que je pense que Tariq Bouchawir, qui est le créateur et fondateur de Paris École de Management, avait une vraie volonté. C'était d'avoir une école qui permettait aux étudiants de pouvoir suivre leurs études, quel que soit le niveau social auquel ils appartenaient. Donc une vraie volonté d'inclusivité, une vraie volonté d'aller aider ceux auxquels malheureusement les formations, souvent extrêmement chères de l'enseignement supérieur privé, voilà, étaient beaucoup plus compliquées d'accès. Tout en étant bien sûr avec un enseignement plutôt qualitatif. Donc il y avait un positionnement qui était réel, et surtout avec une particularité, oui et non, mais en tout cas la volonté de se spécialiser dans des secteurs d'activité forts. Ça a démarré avec l'immobilier, par exemple, tout ce qui était hôtellerie, restauration, tourisme, tout ce qui est évidemment le secteur du digital. Donc la possibilité aussi d'offrir des métiers à fort impact derrière, en tout cas dans la recherche d'emploi et en tout cas dans les débouchés. Voilà, ça c'était important. C'est-à-dire aujourd'hui, on le sait, hein, il y a des secteurs où derrière il y a des forts taux d'employabilité, et c'est vers ces secteurs-là qu'il s'est d'abord dirigé. Et avec cette envie de vraiment, et là on est dans notre sujet, de mettre l'étudiant au cœur de son dispositif.
Super. Et je pense, ça fait la force et la croissance très rapide, notamment de PEM. Merci. Et alors, vous qui avez vu plusieurs tailles d'écoles, donc W qui est une plus petite école, Ionis qui est un grand groupe, alors comment en fait on peut adapter sa stratégie de recrutement en fonction de la taille et quels sont vos conseils là-dessus, vous qui avez vu plusieurs types d'écoles de groupe? Alors, je vais différencier peut-être deux choses. Il y a la taille et il y a aussi, justement, j'en parlais, le côté étudiant en initiale et en alternance. Les attentes et besoins de chacun, en fait, sont très différents. Et le premier, et pour moi, qui est sûrement peut-être ultra basique pour tout le monde, mais pour moi, c'est d'abord la question, qu'est-ce qu'attend mon étudiant? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il vient chez nous? Et là, on peut commencer à réfléchir, en effet, à l'expérience des candidats dans leur première approche de l'école. C'est-à-dire qu'on va se dire, OK, je vise quel type d'étudiants, ils veulent faire quoi, ils veulent aller où, qu'est-ce qu'ils attendent de l'école? Un alternant, aujourd'hui, n'attend pas du tout la même chose de son école qu'un étudiant qui est 100% en initiale. Voilà, en présentiel. Donc, il n'attend pas tout à fait la même chose. Pourquoi? Parce que celui qui vient chercher l'alternance, il vient chercher d'abord un accompagnement pour trouver, on va être très factuel, une entreprise, puisque c'est le nerf de la guerre. Sans entreprise, pas d'école, pas d'alternance, retour à la case départ. Donc, l'alternant, lui, quand il vient, il va regarder, par exemple, quel accompagnement vous allez lui proposer dans sa recherche d'entreprise, comment vous l'aidez, comment vous vous activez pour le soutenir dans ces démarches-là qui, on le sait, ne sont pas du tout évidentes. Notamment sur des, pour moi, ce que j'appelle vraiment des très jeunes candidats, B1 par exemple, qui veulent faire de l'alternance. C'est beaucoup plus difficile. Quand on arrive en master, on a déjà un passé, on a des expériences à vendre. Quand on est un étudiant post-bac, c'est très compliqué. Donc, il y a un vrai besoin d'expliquer même comment faire un CV. Voilà, et comment on se vend derrière. En initial, ils viennent chercher autre chose. En initial, très clairement, ils viennent chercher l'envie de découvrir le monde des études supérieures avec ce côté campus, avec ce côté, je dirais vraiment sentiment d'appartenance à l'école, ce qu'on est capable de leur offrir. Les questions ne sont pas du tout les mêmes. En initial, moi j'avais tout le temps la question de vous avez quoi comme type d'association, qu'est-ce que vous proposez en dehors même du parcours scolaire, est-ce que vous avez des voyages à l'étranger, etc. Et ça, c'est des questions que vous n'avez pas spécifiquement sur l'alternance. Quelquefois, ça revient, mais si on doit généraliser, vous n'avez pas les mêmes. Donc, ça veut dire que, évidemment, pédagogiquement, vous allez proposer des choses différentes, mais quand vous parlez de ce que vous faites, vous allez en parler différemment. Voilà. Et pour moi, c'est cette question des qu'est-ce qu'attend mon étudiant, c'est la base de tout recrutement. Voilà. Qu'est-ce qu'il attend et qu'est-ce que je vais avoir à lui proposer pour qu'il ait envie de s'inscrire. Merci. Et si on parle un peu plus de finalement comment vous accueillez ce nouvel étudiant dans votre processus de recrutement, par quelles étapes il passe et quels outils aussi vous utilisez? Peut-être qu'on peut parler un peu plus des outils et de comment ils favorisent cette intégration de l'étudiant en devenir. Alors, je pense que les outils, en tout cas techniques, ont été une véritable révolution dans le process de recrutement. On le voit parce que quand il y a 10 ans ou 15 ans, on était sur les fichiers Excel et qu'au fur et à mesure, on a eu certes des logiciels qui permettaient, alors je me souviens d'un logiciel il y a 20 ans qui s'appelait genre 4D, le truc horrible, une interface terrible, pardon, désolé, ils ont dû beaucoup évoluer depuis, mais je me souviens de ces premières interfaces qui étaient absolument rébarbatives au possible, sur lesquelles on n'avait pas envie d'aller. C'est-à-dire que même en tant que gestionnaire, quand on recrutait, on se disait, voilà, c'est complexe, en passant par des CRM pas du tout adaptés à l'éducation. Parce que ça aussi, il y en a eu plein, je ne citerai pas les noms, mais on a plein de logiciels CRM qui vous disent oui, vous pouvez nous utiliser et derrière, ça fonctionne et vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout adapté à vos besoins et qu'il y a des manipulations à faire sans cesse pour que ça soit en cohérence avec vos besoins en fait. Et puis, quand sont arrivés comme Oscar Campus, alors moi, ça fait maintenant plusieurs années
sais que je suis une grande fan, mais quand sont arrivés des logiciels comme Oscar Campus, c'est vrai qu'on s'est dit, voilà, c'est adapté à nos besoins, et en plus, évidemment, eux-mêmes s'adaptent à la taille de chaque type d'école, chaque campus, avec les types de filières, avec vos process de recrutement. AW, par exemple, on avait un questionnaire qui était très sur la personnalité de l'étudiant, avec vraiment des choses où il doit pouvoir rédiger, nous faire part de ses impressions personnelles. Ça permet de le faire, comme vous avez des écoles qui disent, OK, j'ai le paiement en ligne, il y a des dossiers à déposer, on doit avoir 25 pièces à mettre dans le dossier. C'est-à-dire qu'on a eu de l'aide technique pour nous aider à mieux recruter. Pourquoi? Parce que je pense aussi qu'un bon recrutement, ça passe par la simplicité de la candidature. C'est-à-dire qu'il faut faciliter à l'étudiant de plus en plus le process de recrutement. Et ça, il faut que ce soit clair, simple, qu'on ne lui redemande pas 50 fois les choses, qu'il ait peu de manipulation à faire. Hein. C'est exactement aujourd'hui, comme quand vous êtes sur le design et que vous regardez l'expérience utilisateur, ben, en fait, l'expérience candidat, c'est la même face à son process. Il doit avoir cette capacité de se dire, OK, j'ai cliqué sur un bouton, pof, je rentre mon nom, mon prénom, j'ai ma page, j'ai telle information à donner, toc, je remplis mon petit questionnaire, et ça va vite, vite et simple. Voilà. C'est ce qu'aujourd'hui, globalement, je ne sais pas, peut-être que, si Florence me dira, mais globalement, c'est ce qu'aujourd'hui les étudiants attendent. Vite, simple, pratique, pas revenir 50 fois dessus. Voilà. Et ça, je pense qu'on a été considérablement aidé par les supports techniques aujourd'hui. Alors là, je parlais méthodes de recrutement, mais il y en a plein. Même dans la gestion, par exemple, des étudiants, par exemple en alternance. Il y a des solutions aujourd'hui de Career Center qui existent, qui sont mises en place, qui nous aident à gérer au quotidien les étudiants en alternance dans leur recherche d'entreprise. Par exemple, ça, c'est pareil, ça n'existait pas. Et le fait que ça arrive aujourd'hui, ça permet à des chargés de relations entreprises d'améliorer la qualité de leur travail et donc la satisfaction des étudiants. Nous, on atteint un taux quand même à PEM de 72% d'étudiants satisfaits dans l'accompagnement au quotidien dans leur recherche d'entreprise. On a quand même une douzaine de chargés de relations entreprises qui sont là pour accompagner les étudiants. Les rencontrer, les coacher, les former, les aider dans la recherche d'entreprise, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils veulent du personnalisé. Pendant très longtemps, en marketing, on a parlé du côté one-to-one. Ben, c'est exactement ça. En one-to-one, aujourd'hui, l'étudiant, il a l'impression, il a besoin de se dire « je suis tout seul, on s'occupe de moi à 100%. » Absolument. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de se démarquer, de proposer cet accompagnement personnalisé dans un environnement qui est ultra compétitif, l'enseignement supérieur privé? Est-ce qu'il y a d'autres façons de se démarquer selon vous? Alors, je pense que on en parlait un petit peu, on en avait discuté un peu tout à l'heure, mais aujourd'hui, en effet, le secteur est ultra concurrentiel. Maintenant, je pense quand même que les écoles ont leurs propres identités. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, là, on est là, par exemple, avec du partage d'expérience. Moi, je ne trouve pas problématique de se dire qu'on partage nos bonnes pratiques, nos façons de réfléchir. Pourquoi? Parce que de toute façon, à un moment donné, il ne faut pas se leurrer, on a quand même nombreux à avoir les mêmes idées, les mêmes propositions, les mêmes dates de publication de nos contenus, regardez les dates de JPO sur les salons. Quand vous recevez les élèves, ils vous disent « Ah, bah vous avez tous la même date, vous avez tous le même jour. » Oui, parce que globalement, on se dit « Ok, on évite les dates où il y a les vacances, on évite les dates où il y a ci, il y a ça. » Enfin, donc, on a quand même tous un peu la même façon de réfléchir. Mais par contre, on est tous différents. On a tous un positionnement qui nous est propre, on a tous une façon de communiquer qui nous est propre et il faut l'avoir. C'est très important pour que les étudiants aussi se retrouvent à un moment donné dans cet univers. Et oui, je reste persuadée qu'aujourd'hui, quand l'étudiant fait une école et qu'il en sort, il doit avoir cette impression d'avoir été accompagné du premier jour où il est rentré, où il a postulé, où il a franchi la porte de l'école, au jour où il en sort, en fait. Et ça, c'est l'expérience du prospect jusqu'à l'expérience du diplômé. Voilà. Et c'est un travail, alors globalement, qui est quand même quotidien finalement, hein, pour satisfaire les demandes toujours plus exigeantes de nos étudiants. Parce que ça, c'est une réalité. Hein. Plus on avance et plus l'étudiant se considère comme
important, il se replace de lui-même au cœur en fait de nos métiers. C'est-à-dire souvent, moi je le dis, c'est n'oublions pas qu'il est pour moi au cœur de nos métiers. On a tendance un peu à l'oublier aujourd'hui, hein. On a tendance à dire voilà, les groupes grossissent, on devient des groupes importants, on se développe, etc. Mais n'oublions pas que celui qui nous fait vivre, c'est l'étudiant, hein. Donc ça, ne l'oublions jamais. Il est là et c'est grâce à lui qu'on est tous là. On n'a pas nos étudiants, l'école n'existe pas. Non mais voilà, c'est une réalité. Et donc, il faut lui montrer. Il ne s'agit pas que de le dire, il s'agit aussi de le faire et de le faire réellement. Voilà. Et c'est vrai que il y a différentes formes de recrutement. Vous avez des écoles qui sont dans des modes ultra intensifs, c'est-à-dire qu'ils ont des call centers qui vont appeler 10, 15, 50 fois, 100 fois un étudiant, à tel point que soit il craque et il s'inscrit parce qu'il veut que ça s'arrête, soit il en a absolument marre et il se met sur liste rouge. Mais en fait, on choisit la façon dont on a envie que l'étudiant nous perçoive. Moi, personnellement, ça c'est vraiment un avis qui est très personnel, je suis contre la communication à outrance et la relance à outrance de l'étudiant. Pourquoi? Parce que je trouve que déjà ça envoie des signaux négatifs, bon ça c'est personnel je trouve, et que c'est aussi montrer une espèce de démarche ultra commerciale comme s'il n'était qu'un vulgaire produit, et non pas un étudiant qui a aussi besoin de respirer, de prendre le temps de réfléchir, de savoir où il a envie d'aller. Il y a un chiffre qui m'a beaucoup marqué il y a quelques années, et en plus qui est en constante évolution, c'est le taux le taux d'étudiants qui se réorientent en fin de première année d'études supérieures. Vous êtes quand même à 65% d'étudiants aujourd'hui en moyenne qui se trompent d'orientation et qui se disent au cours de leur première année, bon, en fait, je me suis trompée, ça, c'est pas pour moi, il faut que je change, il faut que je me retrouve autre chose. Et je pense réellement que si, dans notre accompagnement de l'étudiant, à vouloir qu'il s'inscrive à tout prix, parce qu'on a des objectifs fixés, parce qu'on a un besoin de chiffres, parce qu'on a un besoin d'en intégrer, je pense que nos taux de déperdition seraient bien moindres. Parce que vouloir à tout prix qu'un étudiant s'inscrive, en lui promettant tout un tas de choses, qu'on ne fera même pas toujours, mais en lui promettant des choses qui en fait ne correspondent pas à son profil, en fait non, ça n'a pas d'intérêt. Parce que de toute façon, il s'en ira dans l'année qui suit. Donc vous le perdez. Donc vous avez peut-être gagné un an financièrement, si on parle très crûment, mais en fait, au bout du compte, vous le perdrez cet étudiant. Et donc, toute l'énergie que vous avez mise à le recruter, au lieu d'aller chercher le bon, celui qui se plaira, vous l'avez mis dans celui pour qui vous n'êtes pas fait. Et il y a une réalité pédagogiquement. Alors ça, par exemple, moi, je le disais beaucoup à W, qui avait une méthode pédagogique très particulière, en 100% inversée, en pédagogie par le mode projet uniquement, avec des modes de fonctionnement très différents des autres écoles. Je le disais toujours aux candidats. Je leur disais, voilà, réfléchissez bien. Si vous voulez du scolaire, et uniquement du scolaire, que vous êtes du genre à dire j'ai ma règle, j'ai besoin de souligner, j'ai besoin de tout saisir, en fait, vous ne serez pas heureux à W. Parce que pour être heureux à W, voilà ce que vous devez accepter de faire. La remise en question, sortir de sa zone de confort, etc. Et la franchise qu'on avait dans l'entretien de dire à l'étudiant ce à quoi il se préparait, moi, sincèrement, le taux de transfo n'a jamais été aussi bon qu'à partir du moment où j'avais le droit de dire à un étudiant, je pense que ça ne te convient pas, ou je pense que cette école, elle est vraiment faite pour toi, pour telle et telle raison. Voilà. C'est hyper intéressant. Si je vous entends, il faut vraiment connaître le candidat et le connaître bien. Et ça, est-ce que ça ne va pas un peu à l'encontre d'une façon de procéder un peu plus... comme des grands groupes qui iraient automatiser ce process-là avec des appels tous les mois ou toutes les semaines. Est-ce que tout ça, ça ne va pas complètement à l'encontre de ce que vous êtes en train de dire sur le fait qu'il faut connaître son candidat? Et donc ça prend du temps. Donc, comment on allie ça avec des objectifs de performance et de volume? Alors, c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté qui est que plus on grandit et plus comment en fait on s'y prend pour garder cet aspect un peu qualitatif de la connaissance de l'étudiant. Alors, pour moi, et c'est là où je pense que ça doit s'adapter, mais ça reste faisable, et ça j'en suis convaincue, c'est comment en fait justement on se positionne. C'est-à-dire que il y a une réalité financière. À un moment donné, c'est où part notre budget, comment on le gère, et là où il est important,
C'est-à-dire à partir d'où je considère que mon budget en communication, il est plus important au moment du recrutement de l'étudiant et de la connaissance de l'étudiant qui arrive, ou derrière, ça nous amène à des meilleurs taux de transfo, par exemple, je vais prendre un truc, mais il y a de l'achat de leads. Donc, je fais du leads à tout prix. J'achète, voilà. Je ne connais pas les étudiants, je les relance, je ne prends pas le temps, etc., etc. Mais en fait, votre taux derrière de transfo, il est bien plus bas que si vous avez été les chercher différemment, si vous avez passé un peu plus de temps avec eux, il n'est pas le même en fait. Mais là où pour moi, l'un n'empêche pas l'autre, je reprends l'exemple. Quand derrière, vous avez envie de connaître vos étudiants, si vous arrivez à créer un questionnaire qui est un questionnaire sur la sensibilité de l'étudiant et non pas que sur ses notes, d'accord? Parce que oui, vous pouvez demander ses bulletins, mais si vous arrivez à créer un questionnaire sur c'est quoi vraiment tes passions, qu'est-ce qui t'anime dans la vie, qu'est-ce qui ferait que tu aurais envie de t'impliquer, je ne sais pas, dans une association humanitaire, comment est-ce que tu te vois dans 10 ou 15 ans, enfin, des questions qui sont plus personnelles, qui vous permettent de comprendre qui il est, sur lesquelles vous n'avez pas besoin de passer non plus un temps énorme, mais par exemple, le fameux questionnaire dont je parlais pour W était pour moi un très bon premier, je dirais, filtre de type de candidat. Parce qu'il fallait avoir envie d'écrire. Alors, ça correspondait à la typologie d'étudiants, hein, mais après, on adapte en fonction de chacun. Mais il fallait avoir envie d'écrire, fallait avoir envie de raconter un peu sa vie, donc aimer un peu le storytelling. Fallait avoir envie de prendre le temps, très important, de partager des choses et que l'autre ait envie de vous connaître. Et bien là, vous avez une typologie d'étudiants qui correspondait. Mais rien ne vous empêche de le faire différemment, en fait, ce questionnaire, à un moment donné. Et d'aller à la rencontre de l'étudiant par le biais justement de supports techniques qui vous permettent de le faire sans passer 4 heures en entretien. Donc, il y a des moyens contournés. Le juste, à un moment donné, c'est de se poser autour d'une table et de se dire, OK, ça représente quoi pour moi l'expérience candidat? Est-ce que le candidat, j'ai envie qu'il s'épanouisse et j'ai envie d'aller chercher le bon, ou j'ai juste envie de faire de la quantité? Point. En fait, votre question, elle est juste là. Et quand on parle de remettre l'humain, en fait, pour moi, dans l'expérience et l'accompagnement des candidats, la réponse est comment l'école se positionne par rapport à ça? Elle en a envie ou elle n'en a pas envie? Point, en fait, aujourd'hui. Parce qu'en soi, il y a justement, par le biais de tout ce qui est fait techniquement aujourd'hui, des moyens d'y arriver, justement, même sur des flux plus importants. Ça fait sens. Et quand on parle de la technique et du numérique, à quel point, dans ces dernières années, et surtout avec le Covid, est-ce que vous avez vu finalement ces méthodes se transformer vers du tout numérique ou un format blended on continuait d'aller sur des salons, mais on a des méthodes beaucoup plus basées sur le numérique. À quel point ça s'est digitalisé? Alors, c'est vrai que le Covid ne nous a pas laissé le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a été confronté à simplement une réalité. C'est quand on vous dit il n'y a plus de salon, vous trouvez d'autres solutions. Après, sincèrement, ça a été très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que malgré tout, avec les salons justement numériques, tout ce qui était proposé, c'était pas la même expérience. Et alors, les étudiants ou même, et très honnêtement, notamment sur des salons, les parents ne le vivent pas de manière. N'oublions pas que les parents ne sont pas du tout à l'aise de la même façon. Un parent, il a envie du bon vieux salon, il vient vous parler, il vous regarde droit dans les yeux, il a besoin d'un contact, il a besoin de se sentir en confiance, il a besoin qu'il y ait l'échange. Le côté où il va se balader dans un salon virtuel et puis éventuellement, s'il y a des confs, ça passera, mais encore. Il a beaucoup plus de difficultés. Alors évidemment, les choses vont évoluer forcément. Mais aujourd'hui, moi je l'ai vu. Moi j'ai tout fait. J'ai fait à la fois des salons en virtuel, les salons hybrides, etc. Parce que j'aime bien tout tester en fait pour voir ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Je trouve que c'est important d'y aller. C'est comme il faut tester un peu tous les salons avant de choisir finalement ceux qui vont vous correspondre et ramener la typologie d'étudiants que vous attendez. Moi, je me suis rendu compte que sur des salons, le distanciel, enfin le côté virtuel fonctionnait pas très bien. Voilà, c'était extrêmement compliqué et c'est là où on se dit, l'étudiant a beau dire à un moment donné, ah ouais, le distanciel c'est chouette parce que je reste chez moi, il y a quand même une réalité, c'est qu'en fait au bout du compte ils n'en veulent pas.
Voilà. Ou alors, ils en veulent, mais dans un cadre qui est précis. Reconversion, ou alors j'habite très loin et je peux vraiment pas financièrement me permettre de dire que pour faire telle école, je vais prendre un appart parce que ça coûte trop cher pour mes parents, etc. Enfin, il y a tout un, on pourra en faire un listing, hein, ça ferait appel à d'autres sujets qui sont hyper intéressants aujourd'hui sur la mobilité des étudiants. Mais voilà, et ça là-dessus, il y a quand même cette réalité, c'est je pense hein, que l'étudiant, il a besoin de contact. C'est vachement important. Il reste encore très dans le contact. Voilà. Il a besoin de voir à quoi va ressembler son école, venir se balader dans les locaux. C'est pas pour rien que, mine de rien, pendant le distanciel, vous avez vu fleurir une quantité de visites des écoles en virtuel, où justement on fait visiter, ou alors des lives où on se promène et on voit à travers un étudiant qui vous dit « Allez, viens, je t'emmène visiter mon école, etc. » Il a fallu trouver des moyens de faire visiter. Un parent, quand on prend de l'initiale, un parent ne peut pas sortir 10 000 € l'année sans se dire à quoi ressemble l'école de mon enfant, comment elle est, à quoi ça ressemble, comment sont les salles de cours, dans quoi j'investis. Est-ce qu'à un moment donné, il est dans une école où c'est absolument, les locaux sont catastrophiques, comme j'ai pu voir des choses terribles. Et là, quand vous vous dites j'ai payé 8 000 €, c'est un peu difficile. Ils ont besoin de se dire ça. Voilà, donc je pense que ce côté humain, on en aura toujours besoin. Voilà. Il suffit de voir, aujourd'hui, les formations en distanciel fonctionnent, mais l'éducation en physique dans les écoles n'a jamais autant fonctionné. Enfin, il n'a jamais eu autant de demandes. Hein, de toute façon, aujourd'hui, investir dans une école, c'est le Graal. Voilà. C'est bien pour ça qu'on voit, on voit ce qui se passe aujourd'hui dans les rachats d'écoles. Voilà. Et dans les créations aussi. Vous avez beaucoup de créations. Pardon. Alors je vous coupe un petit peu parce qu'il y a des questions qui sont survenues et je pense que si on avance trop, on va perdre le fil. Du coup, on a une première question sur cet aspect de mobiliser les équipes à rester proche de la réalité de ce que les attendent les jeunes. On nous demande comment aider justement les équipes, donc je pense les équipes de l'école, hein, à améliorer leur perception côté client et à adopter un souci de déployer un accompagnement qualitatif de l'étudiant. Comment est-ce que vous vous y prenez? Alors, c'est vrai que nous, on demande à ce qu'il y ait beaucoup d'échanges avec les étudiants. C'est-à-dire qu'au démarrage, l'entretien est nécessaire, même si c'est par téléphone, un vrai entretien. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, on échange avec lui, on comprend qui est l'étudiant. Je pense qu'aussi, appartient aux dirigeants que nous sommes d'avoir une très bonne connaissance de notre école, de notre secteur, de notre environnement et d'avoir la capacité de former les équipes à qui est notre cible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans vos équipes de chargés d'admission ou de chargés de recrutement, de chargés de relations entreprises, la mixité des équipes est importante en termes de tranche d'âge aussi. Je pense que c'est important d'avoir des jeunes. Aujourd'hui, le jeune parle beaucoup aux jeunes. Hein. Il y a une réalité là-dessus, c'est que vous avez, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué, c'est que dans l'approche, quelqu'un qui a 35-40 ans a ce côté légitime et qui apporte une certaine confiance. Mais par contre, sur d'autres typologies de questions, il va préférer avoir envie de discuter avec quelqu'un qui a plutôt autour de 25 ans, c'est-à-dire avec une projection. Voilà, ça c'est important. Donc ça, c'est un petit truc. Moi, j'ai remarqué en tout cas que j'ai toujours eu dans les équipes de recrutement avec moi plutôt des personnes qui avaient des âges un peu différents. Et on s'aperçoit que plus ça va et plus les jeunes d'aujourd'hui ont envie de parler aux jeunes. Voilà, c'est très dur, hein. L'aspect jeunisme dont je parle n'est pas évident. Non mais... La première n'est pas forcément évident à entendre, mais c'est une réalité. Alors, on s'aperçoit que du jeune au jeune, ça marche bien. Première chose. Deuxième chose, ensuite, la formation à la compréhension. Donc, je disais, il faut absolument que la direction ait fait un gros travail sur la cible étudiante. Et ça passe par quoi? Ça passe tout simplement par bien connaître après, une fois ceux qui sont là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et de toute façon, Calliope nous l'impose, hein, à travers aujourd'hui des questionnaires de satisfaction, un très grand nombre dans l'année, à vous de poser aussi les bonnes questions pour comprendre aussi si l'étudiant a été satisfait. Par exemple, nous, dans nos questionnaires, on a des questions sur la satisfaction des étudiants au moment de leur candidature. Qu'est-ce qui aurait pu leur manquer?
en termes d'accompagnement, sur quoi on peut évoluer. Par exemple, dans la recherche d'entreprise, en alternance, qu'est-ce qui vous a peut-être manqué pour que ça aille plus vite, ou qu'est-ce qui vous comme peut-être outil pour vous permettre d'améliorer votre recherche ou que votre recherche se fasse plus vite. À vous de poser aussi les bonnes questions pour bien les comprendre et d'avoir après, par contre, un excellent reporting auprès de vos équipes. Alors, vous devez avoir la capacité de dire à vos équipes qu'est-ce que derrière je vais pouvoir faire pour mes étudiants. Voilà. De quoi ont-ils besoin? Quels sont les mots-clés? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Voilà. Ça aussi, je pense que c'est important. La transparence est très importante. Ça, c'est pour moi aussi quelque chose de clé aujourd'hui, c'est notre honnêteté face à l'étudiant. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, finalement, en ayant la capacité de dire à l'étudiant, je pense que par rapport à ce que tu as envie de faire, c'est peut-être pas cette filière-là qu'il te faudrait, mais plutôt celle-ci. On a presque un devoir, c'est dur parce que c'est un autre métier, mais on a presque un devoir d'orientation aujourd'hui, quand on est au démarrage de l'expérience candidat. C'est presque ça, hein, d'avoir cette capacité d'orientation. Complètement. Et c'est vrai que les offres aujourd'hui sur l'orientation ne sont peut-être pas assez satisfaisantes. Donc, il y a un vrai travail des écoles là-dessus. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez des écoles qui très intelligemment se sont positionnées sur cet aspect-là en créant des journées un peu d'orientation. Moi, j'ai eu l'occasion, j'avais mis en place pour la première fois dans une des écoles, j'avais créé en fait une académie sur une journée. Voilà, c'est viens faire un atelier découverte sur la journée, viens vivre ce que serait ta vie si tu étais dans notre établissement. Tu as une journée encadrée par des pros, donc voilà, on offrait le déj, les gens venaient, donc ils avaient un vrai cours en mode projet le matin, etc. Et donc, par exemple, ce genre de choses permet de pouvoir aider les étudiants. Ici, là, à PEM en ce moment, on est très dans la réflexion justement de l'accompagnement. On est en train de prévoir des webinars, etc., sur des périodes phares où les alternants se posent beaucoup de questions pour se dire comment finalement on a ce souci de vous aider en amont même. C'est ça aussi, la fidélisation de l'étudiant. Elle démarre avant même que quelque part ils aient postulé ou ils aient candidaté. C'est-à-dire que parce que vous leur apportez en amont, dans votre orientation, votre aide, votre bienveillance, et dans la façon dont vous les accueillez, avec transparence par rapport à ce qu'ils souhaitent faire, je pense que déjà, là, vous avez marqué des points. Et les équipes doivent être formées à ça. Mais dans la compréhension, c'est-à-dire que l'équipe, ce que moi je m'applique dans la transparence, c'est que les équipes soient aussi transparents. Ils doivent avoir cette capacité de faire de même. Du coup, j'en profite pour poser la question. Ça répond à la question, Édouard. Je pense que ça répond très clairement à la question. Après, effectivement, si la personne en question veut aller plus loin, il n'y a pas de souci, on lira la question. Une autre question sur la partie, qui était, je pense, en lien avec ce sujet-là, mais c'était justement quels sont les moyens techniques. Je pense que vous avez répondu un petit peu, mais si vous avez des cas concrets d'outils technologiques que vous avez utilisés. Après, c'est toujours ennuyeux parce que ça fait de la pub à certains logiciels plutôt que d'autres. Moi, je pense que de toute façon, à minima, chaque entreprise se doit d'avoir un CRM ultra opérationnel et spécialisé éducation. Et ça, je le répète, c'est une obligation pour moi pour répondre aux attentes. Pareil, tout ce qui est Career Center, vous avez la possibilité d'avoir des offres toutes faites, mais vous avez aussi des développeurs. Moi, je sais que dans une des précédentes écoles où j'étais, j'avais pris la décision de faire appel plutôt à une équipe de développeurs et de créer de façon adaptée à nos besoins. C'est pas tellement plus cher en plus en termes de coûts, de finances. C'est hyper intéressant de voir qu'on a aussi la possibilité de faire développer des choses, de faire appel à des startups qui sont en mode justement de développement, qui se spécialisent dans l'éducation et qui ont la possibilité de s'adapter à vos besoins, qui peuvent être précis. Donc ça, je pense que c'est indispensable. Puis après, vous avez aujourd'hui une multitude d'offres sur lesquelles je trouve qu'il y a des positionnements intéressants. On parlait tout à l'heure de Magma, quand vous l'avez présenté, il y a des choses qui sont hyper intéressantes autour des ambassadeurs. Voilà, il y avait quelques années, il y avait aussi une plateforme qui s'était créée justement sur ce système aussi un peu d'ambassadeurs où les écoles nommaient des gens, venaient faire du conseil en orientation de d'autres jeunes, etc. Ce côté peer-to-peer aussi qui se met de plus en plus en place.
techniquement, c'est-à-dire que faire appel à nos propres étudiants pour aller aussi parler, raconter ce qu'est leur vie au sein de leurs écoles, pour développer le sentiment d'appartenance, c'est important aussi. Et vous avez aujourd'hui techniquement des plateformes qui le font. Voilà, je trouve ça plutôt bien. Après, il y a une multitude de choses. Mais en fait, l'idée, c'est pas de pour moi, l'idée, c'est pas de multiplier je dirais les possibilités techniques, ça c'est certain, mais plutôt de trouver celles qui vous sont le mieux adaptées et répondent le mieux à vos besoins. Et donc forcément, à la taille de votre structure, ça c'est une évidence, à la typologie d'étudiants, etc. Enfin, il y a une vraie étude à faire, hein. C'est pas parce que vous aurez tout ce qui existe en matière de CRM, de Career Center, de tout ce que vous voulez, qu'à un moment donné, vous serez meilleur et que vous recruterez mieux, hein. Voilà. C'est sûr. Alors c'est pas une question, mais c'est plutôt une remarque de Nathalie sur ce sujet d'engager les équipes pour compléter, qui dit que pour elle, il lui semble que les équipes ont aussi besoin de temps libéré, justement, grâce à cette technologie, pour pouvoir le réinvestir dans les échanges humains qui sont la source. Et c'est comme ça qu'on aide les étudiants. Donc c'était intéressant. Ouais, complètement. Et si vous avez des questions, j'en profite, mais de cette tribune, pendant un petit temps de pause, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Comme vous le voyez, on y répond. N'hésitez surtout pas, ne soyez pas timide. Et du coup, comment vous faites pour former vos équipes en interne, les former à cette façon finalement très humaine d'appréhender le recrutement? Est-ce que vous avez un playbook que vous utilisez tous? Comment vous faites pour vous coordonner? Alors, je pense que, en tout cas, moi, je suis arrivée là il y a quelques mois à PEM, à Paris École de Management. Je pense qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges entre les équipes, directeur commercial, entre les équipes et moi-même. Enfin, je pense que ça passe beaucoup par ça. On n'a pas, sincèrement, le côté où on a ce côté playbook où tout est marqué, tout est indiqué, que répondre, comment répondre. Il y a des process qui sont mis en place, qui est en fait aujourd'hui quelles sont nos démarches pour justement pouvoir, voilà, on contacte l'étudiant, on lui laisse combien de temps avant de le rappeler, à partir de quel moment on estime que c'est intéressant de pouvoir passer à une vitesse supérieure ou pas dans la démarche avec lui ou autre. Ça oui, ce que j'appelle moi des process. Par contre, pour moi, la spontanéité, elle reste essentielle. C'est-à-dire que si vous commencez en fait à donner un argumentaire de vente totalement écrit à un salarié et qui le respecte. Mais il y a un moment donné, enfin, retour dans les années 80, quoi. Enfin, là, arrêtons. Il va le sentir. L'étudiant est beaucoup plus averti qu'on ne l'était peut-être il y a 20 ans. Donc, aujourd'hui, si vous n'êtes pas spontané ou s'il a l'impression que vous servez la même sauce à tout le monde, il y a un moment donné, il le ressentira et il le verra. Hein, nos étudiants ont beaucoup évolué. Pas forcément toujours comme on le voudrait sur certains points, mais globalement, ils sont beaucoup moins naïfs qu'à un moment donné. Hein. Voilà, il y a beaucoup moins de naïveté. Ça, c'est certain. Et à quel moment on se dit qu'on est trop incisif ou trop pushy finalement? Parce qu'il faut trouver le bon équilibre. C'est pas évident. Non, l'équilibre est ce qu'il y a de plus difficile. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire comment… Alors, moi, je pense que ça s'apprend au fur et à mesure avec les tests. Hein, quand vous finissez par avoir quelqu'un qui vous raccroche au nez, c'est que vous vous dites que vous êtes peut-être allé un petit peu trop loin. Voilà. Mais non, je pense qu'il y a un bon dosage. Moi, il y a un système que j'aime beaucoup, qui est une relance un peu plus implicite que celle du téléphone. Le téléphone, mine de rien, vous avez les campagnes SMS éventuellement, et le téléphone avec le côté call center, je trouve qu'à un moment donné, c'est bien, à petite dose, mais pas trop intrusif. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué chez nos étudiants d'aujourd'hui. Le côté trop intrusif, ça les agace. Ils aiment beaucoup, ils sont entre eux, ils sont très bons pour ça. Hein. Ils s'écrivent H24, il n'y a aucun problème, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais par contre, si vous l'êtes, là, par contre, ça leur plaît beaucoup moins. Donc, moi, je pense toujours qu'il faut être très vigilant. Par contre, là-dessus, avoir les fameux newsletters qui les informent avec beaucoup de vidéos, comme s'ils étaient dans un fil d'actualité de réseau, les inviter sur vos propres plateformes, etc. Par exemple, je sais pas, moi j'avais eu l'occasion de monter il y a 2 ans, en pleine période de Covid, mais pour le coup on l'avait continué après, j'ai monté une émission de télé qui était diffusée sur Twitch. D'accord ?
Là, on était sur quelque chose où, en effet, communiquer, leur envoyer le lien tous les 15 jours. Et dedans, on parlait de nos métiers, on parlait de l'école, on parlait de tout. Mais c'est une façon d'aller les chercher, d'aller les trouver sur des plateformes qu'ils connaissent, sur des plateformes qu'ils apprécient, dans des formats façon émission talk show à l'américaine qu'ils affectionnent, avec derrière des invités qui leur parlent. On avait eu l'occasion d'accueillir, pour le coup, alors là, dans le côté sport, on avait invité des gens comme Grégoire Marcoton qui commentent, voilà, journalistes sportifs ou des choses comme ça. Ça leur parle, ils se disent super, il y a une personnalité, il y a des gens intéressants. Ils ont ce côté, ce que moi j'appelle entre guillemets un peu bling bling, c'est-à-dire qu'ils aiment bien les choses qui claquent un peu et qui changent. Mais c'est un moyen aussi d'aller... en tout cas, pour eux, de les imprégner de ce que vous avez la capacité de leur offrir. Parce que l'émission de télé, par exemple, je la prends en exemple, quand vous avez des campagnes de mailing pour informer du jour de l'émission de télé, de l'invitation qu'ils reçoivent, tout ça, ça rentre dans l'expérience candidat, en fait. Tout ça, ça rentre dans le moyen de faire en sorte que l'étudiant, il ait envie de venir chez vous et pas ailleurs. Mais c'est fait de façon plus subtile. C'est regarde ce qu'on fait. Oui, j'aime beaucoup. Regarde ce qu'on fait. Regarde. Voilà. Voilà, se mettre sur les plateformes où ils sont déjà, leur donner du contenu de qualité. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important, quoi. Plutôt que de les appeler, de leur envoyer des mails. Alors que là, vous leur êtes utile, finalement. Voilà, exactement. Et l'idée, c'est de leur montrer qu'en plus, leur école, finalement, s'ils s'y engagent, peut être différente. C'est un moyen de se projeter. Par exemple, là, en tout cas, les animateurs étaient des étudiants. Donc, ça veut dire qu'en plus, il y a des espèces de projection qui est waouh, ce sont des étudiants qui animent une émission de télé sur Twitch. OK. Donc, ça leur vend un peu de rêve aussi. C'est la réalité. Ils se disent, c'est super parce que moi, demain, je rentre dans cette école, je rêve de faire de la télé, je vais pouvoir m'essayer. Ils ont un vrai plateau télé. On le faisait visiter à l'occasion des journées portes ouvertes. Enfin, il faut leur montrer des choses, en fait. Voilà. Je pense que la démonstration de ce que vous êtes capable de faire, la vitrine de ce que vous êtes, c'est ce que vous renvoyez, ça fonctionne aussi bien que 50 appels. Voilà. Ou en plus, à un moment donné, il dit, j'en ai marre. Ouais, voilà. Et ça reste de l'humain, pour le coup. Parce que même si vous êtes en distanciel, par contre, vous y mettez vachement de cœur. Et ça se voit. Vous y mettez de l'humain, vous y mettez de l'émotion. Voilà. Et donc, pour moi, ça passera par la diversification de nos supports et de nos contenus. Et ça, on peut y venir, mais voilà, aujourd'hui, ils ne vivent que par le contenu, nos étudiants. Donc, plus vous leur proposerez du contenu adapté, de qualité, et qui émane véritablement de votre école, et pas de l'étudiant ou pas de Studirama, qui sont les mastodontes ou en gros, il y a une réalité, du contenu de qualité, et qui vous est propre, ce qui n'empêche pas d'en faire ailleurs. Hein. Mais c'est dit juste qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir avoir les deux. C'est-à-dire que si vous misez que sur du contenu payé, en fait, à un moment donné, même si je sais que là-dessus, les plateformes font beaucoup d'efforts, enfin, les organismes de ce type font beaucoup d'efforts pour s'adapter à l'école. Voilà. Parce que l'angoisse, c'est toujours de se dire, je vais ressembler à mon voisin, en fait. Alors que si vous créez votre bon positionnement, bon là c'est la market com qui parle, mais si vous avez réussi à vous trouver un bon positionnement avec une image vraiment qui vous est propre et dans lequel vous avez décidé finalement de choisir cette voie-là de communication, il est clair que vous allez, ou pas, hein, mais en tout cas vous plairez à une certaine cible. Voilà. Complètement d'accord. Est-ce qu'on a des questions, Édouard ? Alors, je reviens. On n'a pas d'autres questions, en tout cas, ou des remarques, n'hésitez pas. On va rentrer dans les 10 dernières petites minutes. Donc, normalement, on commence un petit peu questions-réponses. En tout cas, merci encore, Caroline, pour tout ce partage d'expérience. Ça nous bénéficie à tous vraiment de bien comprendre tous ces rouages. Et c'est vrai qu'on œuvre tous un petit peu à notre échelle pour recréer du lien. Donc, ça nous parle à tous autour de la table. Donc, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Je regarde. Il n'y a toujours pas d'autres questions. Notre audience est timide aujourd'hui. Ils sont un peu timides. Ouais, il y a des remarques. Mais en même temps, c'est complet. Donc, c'est vrai que parce que je vois les questions, même quand c'était le point technique, après, ça a été répondu dans la foulée. Donc, c'est vrai que c'était très clair et pertinent.
On va encore attendre quelques minutes. Juste peut-être pour rappel, le petit Save the Date pour le 26 juin à Station F. On vous renverra un email, mais vu que vous êtes sur votre écran et que vous avez peut-être moyen de bloquer l'événement dans l'agenda. Et puis merci à tous. Hein. Il y a eu des pics de connexion à 80-90 personnes quand j'ai pu regarder. Donc, merci à tous pour votre présence encore une fois sur cette heure post-pré-midi. Donc voilà, bon appétit à ceux qui sont en train de manger ou qui partent. Alors, il y a encore une petite question. Tac, tac, tac. Ah oui, pardon. Alors, du coup, j'avais pas vu les questions, ça, c'était pas rafraîchi. Quel service nouveau le logement est-il un sujet? Ça, c'est une première question. Alors, c'est vrai que cette problématique de logement, elle est apparue, je dirais, alors, elle a toujours existé à partir du moment où les étudiants, avec la mobilité, viennent, décident de changer, notamment, alors là, il y a une vraie question sur l'Île-de-France hein, qui existe sur le logement. Alors, après, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des plateformes de logement avec pas mal d'informations. C'est important, ça fait partie des questions des étudiants. Aujourd'hui, c'était ça hein, la question, c'était pour le logement étudiant, hein, on est d'accord. Je pense que c'est quels sont les nouveaux services en plus. Est-ce que le logement est-il un sujet pour les étudiants? Oui, le logement est un sujet pour les étudiants qui ont envie de mobilité. Alors, c'est très compliqué parce que pour les écoles, en tout cas, à gérer hein, cette question-là du logement, c'est-à-dire qu'à la fois, vous pouvez très bien leur soumettre, moi je sais qu'on a des éléments et des partenariats qui peuvent être faits avec certains types de campus un peu étudiants et sur lesquels vous pouvez proposer des coordonnées et des informations. Vous avez aujourd'hui des sites qui permettent justement pour la colocation, la mise en relation d'étudiants, etc. Maintenant, c'est jusqu'où les écoles vont-elles aller dans l'accompagnement des étudiants. C'est-à-dire que quand on parle de recherche d'entreprise, bah, c'est votre boulot. C'est normal, vous êtes une école en alternance, vous proposez de l'alternance, vous avez l'obligation de l'accompagner. Si demain, je dois commencer à faire des visites d'appartements, je m'en sors plus. Donc, il y a une vraie question là-dessus, c'est-à-dire que jusqu'où va-t-on dans l'accompagnement des étudiants? Je pense qu'il faut avoir, pour moi, on va dire, un centre de documentation à mettre à disposition des étudiants, c'est-à-dire avoir une documentation dans laquelle il y a des brochures, il y a des partenariats, il y a possibilité d'aller sur certains sites web, peut-être sur certaines applications de mise en relation. On peut essayer de réfléchir en interne. Nous, c'est ce qu'on faisait. Il y a justement pour le logement, la possibilité de mettre en relation des étudiants qui recherchent des logements, etc. Donc, vous pouvez créer, en fait, justement, que ce soit à travers des groupes WhatsApp ou à travers autre chose, enfin, en tout cas, pour des jeunes qui ont besoin d'échanger. Donc, il y a des choses qu'on peut faire. La question est toujours pareille, c'est à un moment donné jusqu'où on va pour s'assurer qu'un étudiant, c'est comme quand moi, il y a des écoles qui disent je vous offre un Mac à partir du moment où vous vous inscrivez chez nous. C'est-à-dire que, non mais, il y a cette question qui est jusqu'où en fait on va pour que ça s'arrête de quelque chose qui est purement commercial pour attirer quelqu'un à finalement une espèce d'éthique qu'on a qui est nous on fait notre job, on le fait bien et on le fait sur un certain nombre de thématiques. On répond évidemment aux questions, mais il y a un moment donné, oui, on ne se transforme pas en agence immobilière. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut aussi, voilà, je pense qu'il y a ce côté-là où il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on a la capacité à proposer. Donc, qu'on mette de la ressource à dispo, oui. Qu'on s'investisse dans un métier qui n'est pas le nôtre, enfin, de mon côté, la réponse est non, quoi. Et alors, du coup, il y a deux questions et je vais les poser d'affilée et puis on va clôturer là-dessus pour pouvoir finir cet échange. Mais il y a une première question qui est sur un peu dans la continuité, je pense, du service, jusqu'où on va pour garder le lien une fois qu'ils sont inscrits. La première question. Et la deuxième, c'est plus pour rebondir sur la partie produire du contenu. La personne, Bénédicte, demande si vous avez des idées ou des pistes créatives originales, quels étaient les supports et les contenus, même si je pense que vous en avez donné quelques-uns. Oui, j'en ai donné. Alors, un étudiant inscrit n'est pas un étudiant fidélisé. Donc, aujourd'hui, l'étudiant s'inscrit, il est chez vous comme il est sur Insta ou TikTok, c'est-à-dire que vous ne lui plaisez pas, ça ne correspond pas, il a de moins en moins de mal à swiper.
Ça, c'est clair. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'avant, c'était un frein. C'est-à-dire quand on rentrait dans une école, c'était compliqué de se dire qu'il fallait aller retrouver autre chose, rechercher, et que derrière, il fallait changer d'école, recommencer un processus. Et puis finalement, aujourd'hui, avec toutes ces écoles qui vous acceptent, parce que c'est une réalité, aujourd'hui, les écoles, vous avez validé un bac+5 quelque part, vous restez un peu dans le même milieu, vous changez d'école parce qu'elle ne vous plaît pas, vous irez en bac+2, vous ne recommencez pas à zéro. Les 3/4 du temps, vous allez rentrer en admission, ce que j'appelle moi une admission parallèle. Donc, c'est vrai que là-dessus, l'étudiant a un petit peu moins de difficultés qu'avant à bouger, à changer d'école. Ça ne veut pas dire qu'il aime, hein, ça veut pas dire que… Mais il va avoir beaucoup moins de mal à le faire et puis l'offre est tellement conséquente qu'il se dit, bon, de toute façon, si ça ne me plaît pas, je peux retrouver ailleurs et en plus, je ne perds pas une année. Donc ça, c'est important. Donc, pour moi, au-delà de l'inscription, il y a la fidélisation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un étudiant est inscrit que derrière, on lui dit, bon, écoute, super, tu as signé ton chèque, tu as signé les infos, allez, vas-y, rendez-vous dans 4 ans quand tu as fini. Là, aujourd'hui, on s'en aperçoit, la fidélisation, elle est au jour le jour, dans tout ce que vous lui offrez. Je prends l'exemple de l'alternance à PEM, et j'en discutais d'ailleurs avec une de mes collaboratrices ce matin. On avait un sujet sur ce point-là, qui était aujourd'hui un étudiant qui est chez nous, qui a une rupture de contrat d'entreprise. Donc, elle perd son entreprise. On est d'accord, elle a 6 mois, la personne a 6 mois pour retrouver une entreprise. Bien. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce laps de temps? Quel temps je prends pour l'accompagner? Évidemment, aujourd'hui, il est encore là. Il fait partie de notre école, mais si vous ne l'accompagnez pas dans sa nouvelle recherche d'entreprise, si vous n'êtes pas là pour lui quand il a des questions, pour savoir quelle entreprise choisir, quand il hésite entre deux, et donc pour l'accompagner tout au long du processus, l'étudiant, il va retourner là, il va aller voir dans d'autres écoles s'il n'y a pas un meilleur accompagnement pour retrouver son entreprise. Il va aller regarder ce qui se fait, il va faire autre chose, et peut-être qu'il partira. Donc, si vous voulez, à un moment donné, il y a l'inscription, mais moi j'ai connu, il y a des écoles où ils ont des taux de désengagement qui sont très importants, où vous avez 15-20% en première, deuxième, troisième année de gens qui s'arrêtent ou qui changent d'école parce qu'ils ont des attentes. Voilà. Et le côté où il y a bac+5, il faut faire les 5 années d'études. Aujourd'hui, on s'aperçoit, il y en a beaucoup qui font 3 ans dans une école. Et puis, au bout des 3 ans, une fois qu'ils ont eu le bachelor, les 2 dernières années, ils vont peut-être les faire ailleurs parce qu'ils vont avoir besoin de renouvellement, de voir ce qui se passe aussi ailleurs. Et si vous voulez les garder, si vous voulez fidéliser, c'est à vous d'avoir des vraies propositions pour justement leur montrer qu'ils ne trouveront pas forcément mieux ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors après, sur les contenus, sur le côté créatif, il faut rester en adéquation avec son ADN. C'est-à-dire que être créatif à tout prix, c'est comme pour le reste. Moi, tout excès pour moi est pas forcément bon. Il faut que ça colle à votre ADN, il faut que ça fonctionne avec votre ADN. Maintenant, il y a une réalité. Bien sûr qu'il faut diversifier vos contenus. Le post Insta ultra basique, où il n'y a pas de prise de risque, où à un moment donné, on ne va pas être dynamique, où on cherche que de l'information pure uniquement sur ses formations. En fait, ce qu'il faut, c'est aller chercher des informations qui vont être utiles à l'étudiant dans son quotidien général, y compris donc dans leur choix justement d'études ou autres, et avoir une sorte de disruption avec tout ça pour l'amener dans leur univers qui leur est propre, avec les codes qui sont les leurs. Voilà. Je pense que ça, c'est très important. C'est je joins l'utile à l'agréable. C'est ce qu'ils veulent, en fait, dans les contenus que vous proposez. J'y retrouve une information intéressante, importante pour moi, qui m'aide, mais en même temps, je l'ai de façon extrêmement ludique, extrêmement sympathique, sur un ton qui en tout cas correspond au ton que j'utilise dans mes échanges avec les autres. Voilà. Et ça, c'est important. Parce que faites attention, parce qu'il y a une réalité, c'est que en fonction du type d'établissement recherché, ce qu'on admet chez l'un, en termes de créativité, de folie ou autre, n'est pas admis chez un autre, dont la vocation n'est pas du tout celle d'être créative. Donc c'est pour ça que je dis, soyez raccord avec votre ADN dans une forme de créativité. Voilà, il y a des choses qu'on peut se permettre à des endroits et qu'on ne peut pas se permettre à d'autres. Ça n'empêche pas, par contre, de créer du contenu de qualité. Voilà.
Super. Et, Merci. sur toutes les plateformes. Investissez toutes les plateformes. C'est hyper important. Ils sont partout aujourd'hui, nos étudiants. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. Je vois l'heure qui Merci à vous. Et du coup, on va pas retenir tout le monde plus longtemps. Merci à tous d'avoir participé, d'être encore là. Merci aussi pour vos questions et vos interrogations. C'était passionnant. Merci Svenja de nous avoir animé cette petite session et merci à tous. On espère vous voir nombreux au prochain événement. Et puis, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des sujets, des questions, on est ravis d'y répondre avec le collectif. Il y a un email sur le site web. Donc, à très vite. Merci à Au revoir. tous. Merci, au revoir.